Chers amis, bonjour. Mon nom est Philippe Charlier, je suis le directeur du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly-Jacques Chirac. Ça fait longtemps en fait qu'on travaille sur les odeurs ici au musée du Quai Branly-Jacques Chirac, que ce soit à la fois sur le plan anthropologique, sur le plan ethnologique, mais également sur le plan moléculaire. Beaucoup des objets qui sont conservés ici au musée, il en émane une odeur extrêmement importante, soit parce que ce sont des réceptacles de flacons de parfum, soit parce que ce sont des blocs même de matières premières qui ont été ou qui auraient pu être utilisés pour la confection de parfums, d'huiles parfumées, de beurre également, ou d'autres substances qui sont parfois même de type alimentaire et pas simplement destinées à la cosmétique, mais qui sentent bon, notamment des épices. Et puis également, nous travaillons sur des objets qui, eux, ont séjourné d'un objet, d'un lieu à l'autre, et qui se sont chargés des odeurs de leurs différents contenants, de leurs différentes topographies, mais également de leurs différents propriétaires. Plusieurs nés de parfumeurs ont pu travailler à des périodes différentes sur de tels objets pour essayer de reconstituer leur histoire, mais également leur parcours. Et on se rend compte maintenant de plus en plus que c'est une notion qui est extrêmement importante en matière de conservation d'objets, mais d'histoire, on appelle ça même la biographie de ces objets de musée. Alors ça peut être des odeurs qui sont du tabac, un tabac froid, pas forcément une odeur très agréable. Ce peut être des odeurs de parfum, des odeurs de fumée parfois. Et on peut être relativement précis dans ce type d'ouverture. Alors pourquoi et comment on s'est intéressé aux odeurs? Moi, je me souviens d'avoir ouvert une tombe quand j'étais encore étudiant en médecine et en archéologie. C'était une tombe archaïque à Itanos, en Crète. Et à l'ouverture de ce tombeau, ça n'était pas une hallucination. Et bien pendant quelques secondes, le tombeau n'avait jamais été ouvert à une période ancienne, c'est-à-dire profané, ni ouvert à une période récente, c'est-à-dire fouillé de façon scientifique, méthodique, archéologique. Et il est sorti pendant quelques secondes de ce tombeau d'époque archaïque, vers 600, 500 avant Jésus-Christ, une odeur extrêmement forte, un peu doucereuse, mais surtout une odeur vraiment chargée, capiteuse, je dirais. Et puis en quelques secondes, tout a disparu. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que oui, avoir un nez de parfumeur, avoir également des matériaux d'analyse scientifique pure et dure qui nous permettraient d'analyser sur le plan moléculaire, sur le plan chimique complexe, toutes ces odeurs qui sortent à la fois de lieux, mais également de restes humains, de reliques, de vases et de contenants en tout genre, serait vraiment une notion extrêmement intéressante. On est donc à la confluence entre l'anthropologie des odeurs et l'archéologie des odeurs, et c'est bien ce qui va nous réunir aujourd'hui dans cette journée d'études que nous avons mis en place avec l'Osmothèque. Je voudrais donc remercier Isabelle Chazot et Thomas Fontaine, respectivement président du comité scientifique de l'Osmothèque et président de l'Osmothèque tout court. Mais c'est une lourde charge, rassurez-vous. Tout court. Voilà, ça peut être court, mais lourd. C'était intéressant pour nous d'essayer de croiser les regards, à la fois sur le plan chronologique, mais également sur le plan des différentes disciplines et sur le plan des diachroniques, c'est-à-dire au fur et à mesure du temps et des civilisations et des cultures. C'est pour ça que vous allez avoir beaucoup de spécialités qui vont dialoguer aujourd'hui avec des temps ménagés d'échange avec vous, à la fois les spécialistes, mais également les curieux, et on va essayer de vous ouvrir des disciplines qui ne sont pas forcément les vôtres, sortir, comme on dit, des sentiers battus. Comme à l'accoutumée, je voudrais remercier également Anna Gianotti, qui est notre responsable des manifestations scientifiques, et sans qui cette journée n'aurait pas pu avoir lieu, ainsi que les moyens techniques du musée du Quai Branly, qui se cachent là-bas, derrière la vitre, et sans qui également cette journée ne pourrait pas avoir lieu. Maintenant, place au travail. Merci encore beaucoup à vous, et je pense que cette journée va être, comme à l'accoutumée, passionnante. Le musée du Quai Branly, c'est là où dialoguent les cultures, c'est aussi là où dialoguent les spécialités, et maintenant, grâce à vous, les odeurs. Bonjour, donc moi je vais me présenter, je suis Thomas Fontaine, donc président de l'Osmothèque, et je voulais bien évidemment remercier Monsieur Charlier et Madame Gianotti pour leur accueil et puis tout le soutien, la logistique, ainsi que les intervenants aujourd'hui qui vont avoir plein de choses à nous raconter, à nous faire découvrir. Et aussi l'équipe de l'Osmothèque, parce que l'Osmothèque, justement, c'est ce réceptacle qui est pour nous si important. Donc, je vais vous peut-être que vous la connaissez pas tous. L'Osmothèque est une association de loi 1901 qui a été créée il y a une trentaine d'années, et qui, si vous conservez les réceptacles de certains parfums, nous, on conserve justement ce qu'il y a dedans. Donc, fort de cela, nous avons à peu près une collection de 5000 parfums, mais c'est surtout des parfums disparus qui constituent l'histoire
du parfum, mais aussi l'histoire de l'humanité. C'est là où on va se rejoindre avec le musée du Quai de Branly, parce que quand on parle du parfum royal, on remonte de 2000 ans en arrière et on peut imaginer comment les gens pouvaient vivre et comment était leur environnement. J'en veux aussi parce que l'Osmothèque conserve surtout la parfumerie moderne, la parfumerie alcoolique moderne, donc les 2 derniers siècles de parfumerie où nous avons beaucoup de traces, et à travers bien sûr les formules de parfum qui nous aident à repeser tous ces parfums disparus. Mais c'est la partie immergée de l'iceberg, étant donné que tout derrière, nous développons énormément de recherches, et c'est un des pôles qui a été développé il y a 1 an avec Isabelle Chazot, que je remercie pour tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant, le pôle de la recherche. Et la recherche, c'est pas que sur le parfum dans le sens où on l'entend nous maintenant, c'est aussi l'environnement, l'olfactif d'une façon générale. Et j'en veux aussi pour preuve, c'est que nous élargissons nos collections, non plus à la part stricte à la parfumerie alcoolique, mais aussi à cette parfumerie qui fait notre environnement, qui participe au rituel de notre vie actuelle. Et c'est bien évidemment les gels douches, tout ce qui est l'environnement de la toilette, les gels douches, les savons, mais aussi les détergents. Et j'espère que des grands acteurs de ce marché vont pouvoir participer à cela en venant déposer. Moi, je rêve qu'un jour, on puisse venir à l'Osmothèque, sentir le Ariel, le Monsieur Propre, etc., etc. Donc ça fait partie de notre environnement et ça fait partie de notre culture olfactive. Il y a 1 an, donc, pour revenir au comité scientifique, il y a 1 an, le comité scientifique a été créé. Et déjà, beaucoup de travail a été fait. Beaucoup de travail. On en est notre 2e journée de travail, 2e journée d'études. Isabelle Chazot a su orchestrer cela avec une équipe de chercheurs pluridisciplinaires, des chercheurs passionnés, des chercheurs passionnants. Et elle a su orchestrer cela pour que ça devienne une réalité, quelque chose qui va être de plus en plus important au sein de l'Osmothèque, parce que nous avons ces 3 missions, le patrimoine à travers notre collection de parfums. Nous avons la transmission, c'est un peu aussi aujourd'hui ce qui est l'activité, donc toutes nos conférences que nous faisons, une centaine de conférences, et puis ce pôle recherche qui va nous aider à mieux comprendre le parfum, mieux comprendre notre façon d'appréhender notre environnement olfactif. Voilà. Je vais laisser le travail commencer aujourd'hui. Je vous remercie d'être venu et puis vous encourager à venir nous suivre au sein de l'Osmothèque. Je sais de toute façon, Madame Pouhan tout à l'heure fera une présentation de tout ce qu'on peut faire autour de l'Osmothèque. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup Thomas, merci Philippe. Vous êtes des passionnés de parfums, ou bien d'anthropologie, ou d'archéologie, ou des 3, ou bien encore des curieux avides de savoir. Et en tant que littéraire passionné par le monde du parfum et de l'olfaction, je suis très heureuse de vivre avec vous une journée d'exploration qui s'annonce très riche et fertile. Nous allons ensemble faire un voyage dans des contrées éloignées, dans l'espace ou dans le temps, mais aussi dans notre mémoire olfactive, et également construire ensemble un événement sensoriel ici et maintenant. Alors je tiens bien sûr à remercier le musée du Quai Branly et en particulier Philippe Charlier, sans lequel cette collaboration fructueuse n'aurait pas pu voir le jour, et qui m'a accordé toute sa confiance dans l'élaboration de cette journée. Je vais également remercier Anna Gianotti-Laban, responsable de la coordination des manifestations scientifiques au musée du Quai Branly, dont l'efficacité toujours souriante a également permis à cette journée de rencontre d'avoir lieu. Je tiens bien entendu à remercier les intervenants, qui sont aujourd'hui plus de 15 et dont certains sont venus de l'étranger ou de loin. Ils nous font un grand honneur en prélevant sur leur précieux temps et leur énergie non moins précieuses, afin de partager avec nous leur expertise unique dans des domaines variés et tous captivants.
Mes remerciements vont bien entendu aux membres du comité scientifique, organisateurs de cet événement, dont 2 participent directement à la journée d'aujourd'hui et dont les autres m'ont mis en contact très généreusement avec des chercheurs experts. Enfin, j'adresse un grand merci à l'équipe Osmotech, à Thomas Fontaine, Anne-Cécile Point, Priscilla Pamard pour leur confiance, leur présence et leur soutien logistique. Alors, quelle a été la genèse de ce projet? Comment sommes-nous arrivés à ce sujet pour une journée d'études? Dès sa constitution en septembre 2021, le comité scientifique de l'Osmotech a pris comme axe principal pour ses recherches le thème mémoire et parfum, car il était en lien avec l'ADN de l'Osmotech, avec son travail depuis 30 ans. Le 18 juin dernier, en 2022, une première journée de rencontre organisée par le comité scientifique s'est articulée autour des thèmes de la réminiscence, du patrimoine olfactif et de l'importance de la mémoire dans l'apprentissage et la pratique du métier de parfumeur. Le thème de la mémoire en relation avec le parfum peut également être exploré sous l'angle de la mémoire collective et de la façon dont les différentes cultures abordent à la fois l'olfaction, les odeurs et les parfums. Quand Philippe Charlier m'a proposé une collaboration, j'ai immédiatement pensé qu'un partenariat avec le musée du Quai Branly était à la fois riche de sens et de promesses. Puisqu'il fallait choisir un angle pour aborder cette relativité culturelle des approches olfactives, celui de la ritualité olfactive nous est apparu comme fécond, mais nous n'avons pas souhaité le limiter à son acception religieuse, et je reviendrai plus tard sur ce point. Alors, pour entrer plus en profondeur dans la problématique de cette journée, je vous propose de vous engager avec moi dans un questionnement. Le premier questionnement porte sur le lien entre le rituel et l'utilisation des parfums et de l'encens au sens large. Sans entrer dans les polémiques qui ont pu exister parmi les anthropologues autour du terme de rituel, que nous aborderons peut-être au cours de la journée, je souhaiterais mettre en avant un premier sens. Le rituel est défini le plus souvent comme une célébration associée à une religion. En ce sens, il est usuellement rapporté à son caractère sacré, ce qui revient de fait à le concevoir comme une pratique singulière, fondamentalement séparée des activités quotidiennes ou ordinaires. Une telle définition présente alors le rituel comme un moment tout à fait particulier de la vie humaine, un moment où les individus sont mis en contact avec un principe sacré, divinité, esprit, puissance surnaturelle. Et j'emprunte cette citation à Daphné Leroux dans le Dictionnaire de l'humain. Au cœur de ces rituels, il est un élément presque permanent dans le temps, l'utilisation de l'encens au sens large, de fumigation de résine ou de bois. Et le mot encens, on peut rappeler son étymologie, vient du latin incensum, de incendere, qui désigne toute matière brûlée pour un sacrifice. Selon Paul Fort, dans Parfums et aromates de l'Antiquité, en égyptien, le mot qui désigne l'encens, sonter, est précédé de l'idéogramme du dieu ou du domaine divin, NTR. Le sonter ou la senteur, c'est la divine odeur qui plaît aux dieux. Cet usage sacré du parfum se retrouve de façon quasiment universelle, aussi bien dans les religions anciennes que dans les religions ou rites actuels. D'ailleurs, on peut également rappeler l'origine du mot parfum en français, perfumum, par la fumée, terme qui évoque dans sa racine même cette médiation souhaitée entre les hommes et les dieux. Comme le rappelle Chantal Jacquet dans son passionnant ouvrage intitulé Philosophie de l'odorat, l'encens joue comme une drogue qui élève et transporte l'homme dans un monde supérieur. Le parfum sous forme d'encens a donc dès l'origine de notre civilisation un rôle dans les cérémonies religieuses, mais il peut également prendre la forme d'aromates ou d'huiles parfumées dans des rituels d'embaumement ou des cérémonies funéraires. Les Grecs ont également considéré que les vapeurs de l'encens et des aromates convenaient particulièrement bien aux dieux par leur caractère imputrescible. Comme l'a souligné Marcel Détienne dans Les Jardins d'Adonis, aux hommes revient la viande morte et putrescible, à l'image de leurs conditions, et aux dieux les odeurs, car un immortel n'a pas besoin de nourriture autre que le nectar et l'ambroisie. Eux-mêmes dégagent une bonne odeur, la fameuse euodia. Et
Bien entendu, nous approfondirons cette utilisation des aromates par la Grèce ancienne avec Adeline Grand-Clément, qui nous fait le plaisir de participer à cette journée. Les grandes religions monothéistes, à leur tour, utilisent le parfum comme moyen de purification, d'élévation et de contemplation. La religion judéo-chrétienne, en particulier, accorde une place importante à l'encens ainsi qu'aux huiles aromatisées, et nous aurons l'occasion de revenir sur ce point grâce aux recherches pionnières d'Annick Le Guerrer, que nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui et qui est membre du comité scientifique de l'Osmotec. Dans la religion musulmane, et nous le verrons cette fois avec l'intervention de Steren Lemaguer, qui a généreusement accepté de partager son expertise dans ce domaine, l'encens, terme générique qui, une fois de plus, et je le souligne, recouvre diverses réalités odorantes, a également une place centrale. C'est donc cette alliance familière, mais finalement assez étrange, entre le parfum, l'encens en particulier, et les rituels liés au sacré, que je souhaite questionner avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui a permis cette alliance fondamentale entre l'encens et le sacré dans notre culture collective et aussi dans notre patrimoine olfactif? Alors, plusieurs caractéristiques permettent aux aromates de s'adapter aux sphères célestes. Le mouvement ascensionnel des fumigations, leur caractère immatériel, et enfin, une caractéristique ontologique que Jean-Pierre Albert, dans son ouvrage sur les odeurs de sainteté, a souligné. L'offrande des parfums désigne justement les conditions d'un passage du monde de la finitude à celui de l'infini. Cette situation correspond au régime ontologique des parfums qui n'existe qu'en se niant. C'est donc d'une certaine manière le passage du parfum entre l'être et le non-être qui pourrait assurer son statut de médiateur dans le cadre des cérémonies religieuses. D'autres explications ont été données, peut-être en est-il une qui réside dans la pauvreté lexicologique habituellement remarquée pour être déplorée du monde des odeurs et des sensations olfactives. Autrement dit, c'est peut-être précisément parce que le sens olfactif est un sens sans parole, comme l'a souligné David House, que les odeurs elles-mêmes, qui sont difficilement descriptibles, sont le meilleur moyen de communier, de transmettre, de religarer, dans l'ordre du religieux, du sacré, du rituel ou bien de la mémoire collective dans un sens plus large. La présentation d'Arnaud Alloy, qui nous fait l'honneur de venir de Bruxelles pour partager son expertise sur un rite sacrificiel afro-brésilien, nous permettra certainement d'approfondir ces questions et de les éclairer. La deuxième partie de mon questionnement va davantage tourner autour de la notion de rituel entendue dans un sens plus large. Si l'odeur des rituels religieux hante notre mémoire collective d'êtres humains, d'autres odeurs marquent nos mémoires de façon plus localisée, en lien avec des pratiques culturelles précises. Comment certaines pratiques parfumées deviennent partie intégrante d'une culture ou d'une mémoire collective, consciente ou non? Les pratiques quotidiennes peuvent prendre une dimension rituelle dans la mesure où elles s'inscrivent dans des pratiques sociales qui les englobent et deviennent des habitudes régies par des règles implicites ou explicites. Et nous avons là une autre définition du rituel. Donc, comment la perception ou l'utilisation répétée d'un odorant ou d'un groupe d'odorants, odeurs ou parfums, dans une culture donnée, bâtit-elle une forme de mémoire collective qui est rarement consciente, mais qui affecte également la mémoire individuelle? Certains rites d'hospitalité, l'utilisation de l'eau de rose, par exemple, dans certains pays du Moyen-Orient, la pratique du kodo au Japon font partie de traits olfactifs spécifiques d'une culture. Mais sans aller aussi loin, on peut penser à l'utilisation de l'eau de Cologne dans le rituel de la toilette en Europe du XVIIIe au XXe siècle, aux senteurs liées aux fêtes de Noël dans le nord de l'Europe, aux produits utilisés pour les soins des bébés en Italie, comme on l'a vu à Aix-en récemment, aux parfums de poudre à la violette et à la rose, utilisés par une génération de grand-mères françaises au tournant du XXe siècle. Ces odeurs, ces parfums, sont liés à un contexte social, économique, scientifique, qu'il est intéressant d'explorer et que l'Osmotec, justement, s'emploie à mettre en valeur pour faire comprendre la dimension culturelle du patrimoine olfactif qu'elle préserve. Nous aborderons un certain nombre de ces pratiques, malheureusement pas toutes, il aurait fallu plusieurs jours de colloque, dans la deuxième partie de la journée, avec une exploration également de certains objets du musée du Quai Branly. Et ce sera l'occasion pour Sylvaine Delacourte et Philippe Charlier
de nous faire part justement des passionnantes investigations dont parlait Philippe sur les objets de musée. Nous continuerons également cette réflexion avec une interrogation sur l'évolution de l'odeur du propre dans notre culture française et européenne, grâce au travail d'Olivier David, chimiste, membre du comité scientifique de l'Osmothèque, et de Catherine Ganal, parfumeur, qui a répondu à notre invitation en venant de Bruxelles. La place et le rôle des rituels parfumés dans la mémoire individuelle et collective nous invitent également à prendre du recul sur le fonctionnement de notre odorat dans une perspective anthropologique. C'est ce que fera avec nous Joël Cando, un des pionniers dans la recherche sur l'anthropologie de l'odorat, que nous accueillons avec reconnaissance aujourd'hui. La perception n'est en effet pas une saisie passive de notre environnement, mais une olf-action, pour reprendre l'expression de Lou Sompérac, qui a travaillé sous la direction de Joël Cando. Ce champ de la ritualité olfactive a-t-il la même entendue chez tous les êtres humains, ou bien est-il culturellement modulé, comme le laissent supposer de nombreuses données ethnographiques? Et si cette dernière hypothèse est fondée, quels sont les effets possibles de cette modulation culturelle sur les développements de nos aptitudes olfactives? Enfin, venons-en à la troisième catégorie de mon questionnement. Que nous apporte la relation individuelle avec l'odeur? La perception sensorielle est-elle porteuse de savoir, et de quelle sorte de savoir? Une des caractéristiques de l'osmothèque, sur laquelle vous aurez davantage d'informations au cours d'une présentation spécifique cet après-midi, est de toujours accompagner le discours d'une approche sensorielle et individuelle. On sent des odeurs et des parfums. Et de la confrontation personnelle avec ces odeurs et ces parfums, qu'ils soient récents ou anciens, naît une expérience dont nous faisons l'hypothèse qu'elle peut être, elle aussi, porteuse de savoir. Mais que nous apprend la confrontation individuelle avec les odeurs? Et, autre question liée à la première, que nous apporte l'expertise du parfumeur? La spécificité du travail du comité scientifique de l'Osmothèque est précisément de créer des ponts entre les chercheurs universitaires et les parfumeurs dans une approche non seulement interdisciplinaire, mais également transdisciplinaire. Nous interrogerons donc des parfumeurs pour savoir quelle est l'importance des rituels dans leur pratique, eux qui utilisent tous les jours leur sens olfactif pour travailler et créer des parfums et qui transposent en odeur leurs émotions. À la fin de cette journée, nous pourrons nous demander ce qu'a apporté le dialogue entre anthropologues, archéologues, historiens, chimistes et parfumeurs. Le métissage des expertises est-il particulièrement pertinent dans le domaine de l'olfactif, et pourquoi? Je vous propose donc de garder à l'esprit les trois pans de ce questionnement pendant la journée, de glaner des amorces de réponses dans les différentes communications que vous entendrez aujourd'hui. Et à la fin de l'après-midi, Péric Pitrou, venu exprès de la Maison française d'Oxford, fera une synthèse à partir de l'abondante moisson qu'il aura récoltée à travers toutes les présentations. Et nous ne doutons pas que la discussion qu'il animera ensuite permettra de cueillir à la fois des fruits mûrs et des brassées de réflexions en fleurs et en promesses, originales et créatives. J'ai donc le grand plaisir de laisser maintenant la parole aux intervenants et à celles qui n'en ont pas, ou peut-être parfois trop, les odeurs. Merci à toutes d'être là. On va donc appeler Adeline Grand-Clément, qui est professeure d'histoire grecque à l'Université de Toulouse, s'il vous plaît. Je m'installe. Alors, ici, si vous voulez bien. Merci. Juste un conseil, ne parlez pas trop fort du micro. D'accord. Conseil 20 cm. Ok, parfait. Ça... Il faut qu'on vous voit. Oui. Alors, je vais me décaler juste. Allez-y, je vous en prie. Avec plaisir. Alors, Adeline Grand-Clément, que nous accueillons pour ouvrir cette journée, est professeure d'histoire grecque à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Elle appartient à l'équipe Erasme du laboratoire PLH qui travaille sur la réception de l'Antiquité. Ses recherches, qui relèvent de l'anthropologie historique, concernent surtout l'histoire des sensibilités grecques. Après une étude consacrée à la perception des couleurs à l'époque archaïque, elle s'est intéressée au rôle des sens dans les pratiques rituelles, ce qui a donné lieu à la publication d'Au plaisir des dieux
Expérience du sensible dans les rituels en Grèce ancienne, Toulouse, en 2023. Depuis, elle consacre ses recherches au rapport que les Grecs entretenaient avec leur environnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci encore pour cette invitation. Est-ce que c'est la bonne distance par rapport au micro? Oui. Alors, comme ça, là. Donc, je vais ouvrir le bal, en quelque sorte, avec l'Antiquité. Et la première question que nous nous poserons ensemble, c'est la question que devaient se poser probablement les Grecs anciens, à savoir comment entrer en relation avec des entités invisibles qui sont présentes potentiellement partout et qui sont innombrables, à savoir les dieux. C'est évidemment une question que les Grecs se sont posées, puisque on est dans une religion polythéiste avec un grand nombre de dieux, au moins 1 million et un, voire davantage, de dieux dans le monde grec, et surtout un monde grec qui est éclaté en de multiples entités que sont les cités, et donc des déclinaisons locales de pratiques de mise en relation avec les dieux. Et c'est, pour répondre peut-être déjà un petit peu à une des questions qui a été soulevée juste avant, ça que nous appelons le rituel, ou les rituels plus exactement dans le monde grec, c'est toutes ces opérations destinées à mettre en relation les humains, les sociétés humaines, et les divinités ou d'autres entités invisibles comme les héros. Donc il existait dans le monde grec de multiples manières de faire, évidemment, qui se déclinaient localement en fonction de ces différentes régions, différentes cités de Méditerranée. Le rituel le plus connu à l'échelle, je dirais, panhellénique, c'est-à-dire pour tous les Grecs, c'est le sacrifice sanglant, le sacrifice d'un animal, ce que les Grecs appelaient la tusia, donc un animal qui est partagé. On va l'égorger sur l'autel, et on voit bien les traces de sang sur l'image que vous voyez en haut à droite sur l'autel. Et cet animal donc va être ensuite partagé en 2 parts, les os longs entourés de graisse qui sont brûlés sur l'autel, sur la flamme de l'autel, et le reste de la viande qui va être préparée, en partie grillée, surtout bouillie dans des grands chaudrons et consommée par les humains. Donc il y a une sorte de partage, puisque la partie qui est brûlée sur l'autel, c'est elle qui est destinée aux divinités. Et il en était question tout à l'heure avec la citation de Marcel de Thienne. Donc vous avez de nombreuses représentations de ce sacrifice sanglant sur les vases. Et ce qui est important, c'est notamment le dispositif et cet autel avec le feu allumé dessus. Le terme grec, tusia, ne désigne pas simplement le sacrifice sanglant. Il désigne en fait toute forme d'offrande sacrificielle qui va être réalisée sur la flamme de l'autel. Et ça, c'est important parce qu'en fait, la racine de tusia, c'est une racine indo-européenne qui renvoie à l'idée de brûler. Et donc, on a affaire à une emphase mise sur le fait de brûler quelque chose et non pas sur le sang, par exemple, ou sur la mise à mort. Le terme grec pour désigner le sacrifice, c'est pas quelque chose qui renvoie à de la mise à mort ou à du sang, mais plutôt à de la fumée. Et c'est effectivement ce qu'on trouve souvent représenté sur les vases avec les flammes et ensuite parfois le prolongement des flammes, à savoir la fumée. Donc, ce qui est recherché, à mon avis, c'est moins la destruction, alors la mise à mort d'un animal, et même la destruction d'une offrande, c'est surtout la transformation de matière qui est opérée sur l'autel par le biais de la flamme. Et cette transformation de matière, elle s'accompagne évidemment d'odeur. Et l'odeur est une composante très importante de ces sacrifices, qu'ils soient sanglants ou non sanglants, quand il ne s'agit pas du sacrifice d'un animal. Il y a donc évidemment la fumée, qui est le signe tangible de la transformation de la matière et qui permet d'entrer en relation en montant de manière verticale vers les dieux. Mais il y a évidemment cette odeur qui, elle, se diffuse tout autour et qui est également le signe d'une efficacité du rituel. Ces particules odorantes vont accompagner souvent des chants, des prières, d'autres choses qui montent également. Donc le son est également associé à l'ensemble de ce dispositif et j'aurai l'occasion de revenir sur ces aspects polysensoriels. Alors, si ces odeurs donc, sont omniprésentes dans le sacrifice chez les Grecs, quelles sont ces odeurs? Quelles sont les odeurs qui sont les plus appétissantes pour les dieux? Vous l'avez entendu tout à l'heure, les dieux ne mangent pas, mais en revanche, les dieux se réjouissent d'odeurs. Et c'est une composante importante de leur régime alimentaire, du régime alimentaire divin.
Donc, quelles sont les odeurs qui sont les plus appétissantes? Il y a bien évidemment d'abord les odeurs de grillade. Les Grecs avaient un terme pour désigner ça, c'est knissa ou knissé, qui désigne en fait l'odeur de la graisse brûlée. Donc, on a un certain nombre de textes qui nous précisent que cette odeur de graisse brûlée, c'est vraiment ce qui est la part qui revient aux dieux. J'insiste sur le fait que knissa, c'est pas tant la fumée que l'odeur, que la composante olfactive de la fumée, puisque vous voyez notamment, je vous ai mis quelques extraits de l'Iliade, et on a un passage qui décrit un sacrifice et qui dit que la knissée s'enroule en spirale autour de la fumée. Le terme générique pour dire fumée, c'est kapnos. Donc c'est autre chose, la knissée, c'est quelque chose de plus que simplement de la fumée. Et donc il y a cette composante olfactive. Vous avez d'autres textes qui soulignent que la knissée, ainsi que d'autres offrandes, notamment les libations, c'est l'apanage des dieux. C'est ce qui est dit dans le deuxième extrait. Zeus parle et il dit l'odeur grasse, avec les libations, etc., qui est l'apanage à nous, il dit, donc, c'est-à-dire l'apanage des dieux. Vous avez donc également un autre texte qui rappelle que ces odeurs sont là pour accompagner des demandes, quand les hommes viennent implorer les dieux. Donc c'est un aspect aussi de la transaction avec les dieux. Il faut remarquer, je ne vous l'ai pas mis l'extrait, mais que dans l'Iliade, il y a des cas aussi où l'odeur appétissante ne suffit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas mécanique et qu'une fois qu'il y a l'odeur de viande grillée, c'est quelque chose qui marche. Parfois, on a des cas où les dieux se détournent de cette offrande olfactive. En tout cas, si on résume, la knissée, ça correspond, si on va avoir un équivalent moderne à ça, à des odeurs de barbecue qui étaient donc quelque chose qui était particulièrement apprécié par les dieux. Mais ce ne sont pas les seules odeurs appréciées par les dieux, il y en a d'autres. Et il y en a d'autres qui peuvent soit accompagner l'odeur des viandes grillées, et surtout de la graisse brûlée, mais qui peuvent parfois totalement s'y substituer. Donc dans le cas des offrandes et des sacrifices non sanglants, on ne va pas avoir du tout cette odeur-là de knissé, mais on va avoir d'autres odeurs. Et ces autres odeurs sont apportées par des aromates, différents produits aromatiques qui sont destinés à être brûlés. Et pour désigner l'ensemble de ces aromates que l'on va brûler, les Grecs avaient un terme, c'est thumiama. Au pluriel, ça fera thumiamata. Donc on peut traduire par aromate à brûler, encens, fumigation. Et c'est un mot qui, vous en apercevez tout de suite, appartient en fait à la même famille que thusia. Donc on est bien dans le même univers. Ces aromates font partie intégrante de la pratique sacrificielle. Ce terme thumiama, en fait, il correspond assez bien effectivement au terme encens, puisque comme il a été rappelé tout à l'heure, ça renvoie à une racine qui renvoie à l'idée de brûler. Donc on est dans le même univers, mais pas simplement brûler, je le rappelle, comme on le voit avec les adjectifs odorants, tueis, tuodes, il y a cette composante olfactive qui est effectivement bien présente. Alors, quels sont les différents produits aromatiques qu'on peut faire brûler? Il y a un certain nombre d'oléorésines qui étaient utilisées par les Grecs, et je reviendrai sur l'une d'elles un petit peu plus tard, c'est à savoir l'oliban. L'oliban qui provenait de la région du sud de la péninsule arabique essentiellement, et ce que les Grecs appelaient l'Arabie heureuse. Et Hérodote nous raconte une histoire amusante à ce sujet en disant que les Arabes récoltent la résine à partir d'arbres en procédant à d'autres fumigations, enfin à des fumigations de styrax en l'occurrence, pour éloigner les serpents ailés qui gardent ces arbres. Donc la récolte de l'oliban est quelque chose de dangereux et qui renvoie à un univers quasi mythologique dans le récit d'Hérodote. Donc l'oliban a été utilisé, mais également d'autres produits comme la myrrhe, le styrax, la cannelle dont Hérodote parle également en disant qu'elle provient également d'Arabie. En fait, elle provenait probablement d'Asie du Sud-Est et du Sri Lanka, mais elle transitait par des circuits commerciaux qui l'associaient en fait aux autres produits, au Liban, myrrhe, etc. Et donc Hérodote l'associe à l'Arabie, qui est le pays des épices en général, le pays aromatophore dans l'esprit des Grecs. Donc tous ces produits, vous l'avez compris, ce sont des produits qui sont des produits d'importation. On a un texte de Platon dans les Lois
qui parle de la cité idéale et dit que dans la cité idéale, eh bien, il faut éviter d'utiliser des Xenica tumiamata, c'est-à-dire des aromates à brûler qui seraient étrangers, qui seraient donc des produits d'importation, qui seraient exotiques. Et donc, ils prônent, on le devine, d'autres types de tumiamata. Donc, ce qui veut dire que les Grecs utilisaient également d'autres types d'aromates pour leurs dieux. Et c'est le cas, effectivement, notamment du thym. Hein. Vous voyez que dans la racine même du mot grec pour désigner le thym, on retrouve tu, la racine tu, qui désigne donc cette dimension olfactive. Donc, on a le thym. On a des textes, notamment de philosophes grecs, qui nous disent que le thym, c'était la première offrande aromatique qui était réservée aux dieux. C'était la plus ancienne. Et ensuite, sont arrivées d'autres offrandes aromatiques. Et ensuite, sont arrivés les sacrifices sanglants. Il y a tout un discours sur ces offrandes primordiales qui étaient plutôt végétales et qui sont devenues animales. Et on a certains philosophes comme Empédocle d'Agrigente qui lui, prônent un retour à des pratiques végétariennes et à des sacrifices qui vont être des sacrifices non sanglants. Donc, lui, il vit au 5e siècle avant notre ère. Donc, on a ce courant-là, hein, cette valorisation d'offrandes aromatiques et donc d'odeurs qui seraient plutôt d'origine végétale. Des analyses menées par les archéologues ont permis aussi de mettre au jour des vestiges de résine, de produits aromatiques qui étaient brûlés dans différents contenants. Et donc, on sait que dans le monde grec antique, était beaucoup utilisée la résine de pistachier lentisque, mais aussi d'autres résines de pistachier térébinthe et d'autres oléorésines de pin ou de genévrier. Et vous avez en bas une découverte qui a été faite dans une épave. Alors là, on est au 2e millénaire avant notre ère, mais on voit que donc très tôt, le pistachier lentisque a fait l'objet aussi de circuits commerciaux, enfin la résine, pour servir d'encens. Et Elisabeth Daudinet estime que c'était en fait l'encens le plus répandu en Méditerranée orientale au 2e millénaire et probablement dans la première moitié du 1er millénaire avant notre ère. Et l'oliban arrive en fait plus tardivement, se diffuse de manière plus large plus tardivement en Méditerranée orientale. La question qu'on peut se poser, et elle a été déjà un peu évoquée tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce que l'encens sent le religieux, a une odeur de religieux, puisqu'on a l'impression qu'effectivement, on retrouve dans beaucoup de cultures, de sociétés, l'usage de l'encens pour communiquer avec des entités divines, des entités invisibles, supranaturelles. Et donc, une anthropologue a posé la question, et donc mon titre reprend l'intitulé de son article. Elle a essayé de comprendre pourquoi est-ce que les odeurs d'encens... Alors, elle s'intéresse pas simplement à l'odeur de l'encens, évidemment. Il y a l'encens, il y a la fumée qui est une composante importante de ce produit-là. Mais pourquoi est-ce que l'encens sert, dans autant de traditions culturelles différentes, à mettre en relation humains et entités non humaines? Et donc, elle distingue un certain nombre de fonctions. L'encens comme agent purificateur qui permet en fait de transformer une atmosphère et de la rendre propice au déroulement d'un rituel et à la communication avec des entités supranaturelles. Appeler ces entités, les attirer, donc c'est une sorte de signal d'appel. Également un diffuseur de messages, une sorte de médium qui permet de transporter des prières ou des chants, et également l'idée que c'est quelque chose qui fait plaisir à ces entités non humaines. Donc il y a toutes ces composantes-là qui, elle le dit bien, se retrouvent à des degrés différents suivant les traditions culturelles. Alors, ces différentes fonctions conviennent bien quand on traite des Grecs, mais j'aimerais essayer d'aller un petit peu plus loin. D'abord, dans la question de réjouir les dieux, effectivement, chez les Grecs, les dieux sont appelés les bienheureux. C'est eux qui sont ceux dont l'existence est marquée par la pure jouissance, le pur plaisir. Donc là, on voit une association entre les odeurs d'encens et le plaisir que ça peut procurer. Mais il y a aussi une autre donnée, c'est que chez les Grecs, la plupart, et pas toutes, mais la plupart des divinités sentent extrêmement bon, sentent délicieusement bon. Et c'est comme ça qu'on reconnaît la présence d'une divinité. Parfois, c'est quand une odeur exquise, sans raison, se diffuse quelque part.
Donc faire brûler des produits aromatiques, c'est aussi rendre sensible la présence des dieux au moment du rituel. Et donc que les personnes qui participent au rituel aient le sentiment d'être réellement en présence des dieux, que les dieux sont là, et que les dieux sont tellement là que parfois même ils rentrent à l'intérieur d'eux-mêmes, puisque l'odeur pénètre à l'intérieur des corps. Et les Grecs avaient un terme pour dire ça, enfin pour dire le fait que le divin pénètre à l'intérieur de quelqu'un, c'est l'enthousiasme, hein, avoir le théos en soi, à l'intérieur de soi. Quand on sait que certains produits aromatiques ont effectivement des effets psychoactifs, on sent à quel point la transformation des personnes qui participent au rituel peut être réelle. Et donc, cette transformation est imputée à la présence des dieux. Autre élément, comme dans toute culture, les odeurs chez les Grecs se trouvent associées à un certain nombre de valeurs, à un imaginaire collectif, on a parlé tout à l'heure de mémoire collective, hein, qui s'est construite effectivement au cours du temps, qui est alimentée par des mythes, par des histoires, qui façonnent un imaginaire autour des odeurs. Donc les Grecs ne sentaient pas les odeurs comme nous, hein, une même odeur avait au nez d'un Grec d'autres résonances qu'elles peuvent avoir aujourd'hui pour nous. Il est certain que si on demande, par exemple, ce que l'Oliban, dont je parlerai tout à l'heure, sentait pour un Grec, il ne fera peut-être pas la réponse que font beaucoup d'Européens, qui est l'odeur de l'Église, hein, puisqu'on est évidemment dans une autre tradition. Donc, il faut réfléchir à ça, à la manière, non pas tant à ce que les Grecs sentaient, mais à la manière dont les Grecs sentaient. Et donc cette dimension culturelle de la perception des odeurs, elle a évidemment été de nombreuses fois soulignée par des historiens et des anthropologues. Et je vous ai simplement rappelé les travaux d'Alain Corbin ou les travaux de Constance Classen. Tout à l'heure, David House a été cité. C'est parmi certaines études, hein, qu'on peut citer. Donc il faut essayer de se placer, pour moi, en tant qu'helléniste, du point de vue des Grecs quand je parle des odeurs. Et enfin, pour saisir la nature de cette expérience olfactive, il faut tenir compte évidemment du mode opératoire, c'est-à-dire du dispositif qui est construit autour de ces odeurs, puisque les odeurs ne sont jamais senties seules, hein, isolément, dans une sorte de caisson vide, mais toujours en contexte. Et évidemment, si je vous montre ici une image contemporaine, un exemple de cérémonie où on utilise de l'encens, on voit très bien que si on parle simplement de l'odeur que font les bâtonnets, que peuvent dégager les bâtonnets d'encens, on est loin de ce qui peut être la nature de l'expérience rituelle vécue au moment où tout le monde jette des quantités et des quantités de bâtonnets d'encens sur un immense brasier, comme c'est le cas ici dans un sanctuaire en Chine. Donc évidemment, moi, en travaillant sur les Grecs anciens qui ont vécu il y a très longtemps, il est difficile parfois de restituer l'ensemble de cette configuration sensorielle, mais je pense que c'est aussi un élément qu'il faut avoir en tête, d'autant que quand on parle d'odeur et de parfum, chez les Grecs, il y a tout de suite un élément matériel qui intervient, puisque les odeurs et les parfums, on nécessite un support, qui est souvent d'ailleurs un support huileux ou de la graisse, hein, pour ce qui concerne les parfums eux-mêmes. Et donc, il y a une dimension sensible et matérielle qui est bien entendu évidente. Donc, je voulais prendre le cas de l'Oliban, dont il sera question également dans la matinée, au cours de la matinée. On sait que l'Oliban, donc c'est une variété d'encens, il était connu chez les Grecs au moins depuis l'époque archaïque, puisque la poétesse Sappho, qui vivait sur l'île de Lesbos, au large de la côte turque actuelle, en parle, à propos d'un sanctuaire dédié à Aphrodite. Donc on sait que l'Oliban a été utilisé. On connaît aussi des exemples pour le IVe siècle avant notre ère d'un certain Cléarque qui habitait au centre du Péloponnèse, en Arcadie, et qui était cité comme un modèle de piété. On disait que dans sa maison, il avait des effigies de divinités, Hermès et Hécate, et qu'à chaque nouvelle lune, donc chaque mois, il couronnait ces effigies, il les lustrait, et il leur offrait de l'oliban, en même temps que des gâteaux et des galettes. Donc, on sait que cette offrande pouvait être commune à l'époque classique, elle existait à l'époque archaïque, mais c'est surtout, son utilisation se diffuse surtout à l'époque hellénistique, après les conquêtes d'Alexandre. Et ce sont les conquêtes d'Alexandre qui ouvrent la route des régions du Proche-Orient et de l'Orient, qui sont appelées justement aromatophores, hein, comme je le disais tout à l'heure. Il y a une anecdote qui est contée par Plutarque et qui est restée fameuse. En 332 avant notre ère, après la prise de Gaza, Alexandre envoie à son tuteur, qui s'appelle Léonidas,
500 talents d'encens et 100 de myrrhe, ce qui fait à peu près, si les chiffres donnés par Plutarque sont exacts, 13 tonnes d'oliban et 2 tonnes et demie à peu près de myrrhe, ce qui est absolument considérable. Et donc, Plutarque dit que ce cadeau envoyé à Léonidas en Macédoine est dû à une anecdote qui était arrivée quand Alexandre était encore jeune en Macédoine. Et donc, vous avez le texte. Comme Alexandre offrait un sacrifice en tenant des 2 mains les tumiamata, Léonidas lui dit « Alexandre, quand tu seras devenu le maître des régions porteuses d'épices, aromatophores, tu pourras offrir les tumiamata en abondance, mais pour l'instant, utilise avec parcimonie ce que tu as. » Et donc Alexandre, en envoyant ces tonnes d'oliban et de myrrhe, lui dit « Je t'ai envoyé de l'oliban en abondance et de la myrrhe afin que tu cesses d'être parcimonieux avec les dieux. » Donc là, on voit aussi, au-delà de la dimension religieuse, toute la dimension politique, et la question des conquêtes et du contrôle de ces produits odorants qui sont stratégiques, puisque en lien avec des pratiques religieuses. On notera que ici, ce qui est reproché à Alexandre, c'est de jeter à 2 mains les tumiamata sur l'autel. On reviendra sur la question du geste. Dans les inscriptions grecques, on a beaucoup de références à l'usage de l'oliban et on voit qu'il fait l'objet d'une réglementation, notamment aux époques hellénistiques et romaines. Donc là, vous avez un texte d'époque romaine qui provient de l'île de Kos. Et on voit qu'il y a un rituel quotidien qui se déroule dans le sanctuaire d'Artémis à Kos. Donc vous voyez le texte. Chaque jour, la prêtresse devait donc s'assurer que le sanctuaire est ouvert au lever du soleil et elle devait brûler de l'oliban dans les temples. Et autre obligation pour la prêtresse, elle doit également fournir du feu sur l'autel pour ceux qui veulent y déposer de l'oliban. Donc on voit dans ce cas-là, apparemment, chez Artémis, on ne brûle que de l'oliban, ou en tout cas c'est lui qui est réglementé. Et on voit qu'il y a 2 manières de le brûler. Dans les temples, et là c'est pour que tous les jours le temple sente bon, c'est la maison du Dieu, c'est normal. Et sur l'autel, occasionnellement, quand des personnes viennent faire des sacrifices individuels. Et là, l'autel, il est en plein air. Donc, la diffusion de l'encens ne va pas avoir la même fonction. Elle va plutôt accompagner les prières et effectivement monter vers le ciel. Donc, on voit ici que soit c'est pour embaumer la maison du Dieu, soit c'est pour accompagner des prières. J'ai dit tout à l'heure qu'il est difficile de savoir ce que les Grecs sentaient quand ils sentaient de l'oliban. Ce qu'on sait simplement, c'est que le terme grec vient d'une racine sémitique qui désigne la couleur blanche. Et donc, il y a une attention portée à la matérialité de l'encens, et notamment à sa couleur blanche, qui est un indice de qualité. Je vous ai mis à gauche des grains d'oliban. À droite, on va avoir des grains plus dorés, qui sont plutôt des grains de myrrhe. Et donc, la couleur de l'oliban était en tout cas quelque chose qui attirait l'attention et qui était un gage de qualité. Mais surtout, pour comprendre un petit peu ce que les Grecs avaient en tête, on peut essayer de chercher dans les textes des descriptions ou des évocations de l'oliban qui nous amènent ailleurs. Et on trouve, notamment chez les poètes tragiques, des références à l'oliban comme étant le produit de régions lointaines, brûlées par le soleil. La Syrie est souvent associée. On parle des vapeurs de Syrie à propos de l'oliban. Donc c'est quelque chose qui amène ailleurs, c'est quelque chose d'exotique, qui renvoie à des confins mythiques et qui donc est quelque chose qui convient bien pour penser l'altérité des dieux, puisqu'on est dans une pratique où on cherche à entrer en communication avec des entités autres. Et donc, cette odeur qui était autre, qui provient d'une région autre, convenait particulièrement. On a un passage de Pindare qui évoque l'utilisation d'oliban dans le sanctuaire de Corinthe pour Aphrodite. Et je vous cite l'expression parce qu'elle est belle. Il parle des larmes blondes de l'oliban pâle, ou de l'arbre à encens, à oliban pâle. Et il est question de larmes, et effectivement, on a donc dans la récolte, lorsqu'on récolte la résine, on a la nécessité d'inciser l'arbre, c'est comme si l'arbre pleurait, et donc on voit qu'il y a aussi une dimension affective dans la manière dont les Grecs, même s'ils sont très éloignés des zones de récolte de l'encens,
et de l'oliban en particulier, ont tout un imaginaire autour de la manière dont cette substance, l'oliban, a été produite. Et il y avait des mythes un peu analogues pour la myrrhe, avec une destinée tragique d'une jeune fille qui est transformée en arbre à myrrhe. Donc il faut prendre en compte toute cette mythologie des aromates, comme disait Marcel Detienne, pour bien comprendre les résonances de ces odeurs dans la culture grecque. Et je voulais terminer en signalant qu'il faut prendre en compte évidemment tout le dispositif polysensoriel qui accompagnait la crémation de ces offrandes aromatiques. On a conservé un certain nombre d'encensoirs, donc on sait que on avait des encensoirs qui étaient plus ou moins mobiles, de plus ou moins grande taille, en métal ou en terre cuite. Donc là, c'est un modèle étrusque, mais les Grecs avaient des modèles équivalents. Vous avez de la terre cuite, vous pouvez avoir des modèles fermés ou ouverts, avec couvercle ou sans couvercle. Mais parfois, en fait, l'encens et les autres substances aromatiques pouvaient être déposées directement sur la flamme de l'autel. Et là, vous avez une image d'un vase où vous voyez une personne qui tient dans sa main 4 ou 5 dans sa main gauche. Dans sa main droite, avec sa main droite, elle tient un vase qui fait une libation. Elle tient probablement des grains, des petites boules d'encens. Alors, est-ce de l'oliban? Est-ce de la myrrhe? Est-ce autre chose? Nous ne le savons pas. Mais elles vont être jetées directement sur la flamme de l'autel. Parfois, on plaçait un encensoir sur un autel. Et vous voyez ici, c'est le cas, l'encensoir posé sur l'autel. Et vous voyez le geste, et c'est ça qui est important. Si on pense tout à l'heure à Alexandre qui mettait les 2 mains, vous voyez que c'est un geste délicat où on utilise 3 doigts pour pouvoir prendre les grains et égrener l'encens. Là, je vous montre une autre image sur un panneau en marbre qui était destiné à décorer probablement un autel dédié encore à Aphrodite. Donc on voit que la déesse Aphrodite est une divinité qui apprécie particulièrement les bonnes odeurs et en particulier celle des résines. Toute une typologie des encensoirs peut être faite. Donc vous voyez des petits, des grands, des mobiles. Ce qui est important dans toutes ces images, c'est souvent que sur ces vases, c'est que la présence même d'un encensoir suggère l'odeur. Donc pour un Grec qui voyait ces images, il avait en mémoire les types d'odeurs qu'il avait l'habitude de sentir quand il entrait dans un sanctuaire, quand il entrait dans un temple, quand il pratiquait lui-même un sacrifice. Et donc les signes visuels renvoient aussi à des odeurs, même si c'est du visuel, j'insiste dessus. Donc je vais m'arrêter là pour cette présentation en rappelant donc qu'on a bien affaire avec les Grecs à toute une cuisine du sacrifice, comme disaient Marcel Detienne et Jean-Pierre Vernant, avec un grand nombre d'ingrédients. Mais quand on est antiquisante, helléniste, et non pas anthropologue, malheureusement, on n'a pas accès à tous ces ingrédients. Vous voyez en bas à gauche tous les ingrédients nécessaires pour le culte d'une divinité lors de la fête de Massimagam à Pondichéry. Malheureusement, moi, j'ai plutôt l'image que vous avez en haut à droite, à savoir un certain nombre d'ingrédients disposés comme ça, mais je dois essayer d'imaginer toutes ces odeurs qui, par le biais notamment des images ou des textes, ont du mal à passer parfois comme type d'information. Et donc, vous reconnaissez à droite l'encensoir, à gauche l'autel avec les traces de sang, le feu allumé, la libation qui peut être une libation d'huile parfumée, car, et j'en terminerai par là, il y a aussi plein d'autres odeurs présentes lors des sacrifices avec des guirlandes de fleurs et des huiles parfumées. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut prendre 2 questions avant de passer à la présentation suivante avec Annick. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, question là. Merci beaucoup, c'était absolument passionnant. J'aurais aimé savoir si dans les textes, la présence des odeurs était similaire à la présence dans l'écriture visuelle et matérielle. Est-ce qu'elle était... Vous pouvez parler dans le micro, parce que c'est pas mal. Oh, merci. Merci beaucoup. Je voulais savoir simplement si dans les textes, les odeurs étaient aussi présentes qu'elles le sont dans la culture visuelle et matérielle de l'époque, et s'il y avait des détails, des choses, des formules. Eh bien, en fait, il y en a assez peu de descripteurs des odeurs. Ce qu'on va avoir, et il a été question tout à l'heure de ça, il y a l'idée qu'une odeur est bonne. Donc la bonne odeur, c'est l'euodia, c'est l'odeur qui est dégagée par les dieux ou la plupart des dieux.
Mais en fait, on a souvent plutôt le matériau même, l'odorant, qui va être mentionné. Et c'est la mention de l'odorant qui suggère son odeur, en fait, souvent. On a, en fait, c'est un phénomène qui n'est pas propre au grec ancien. On a dans beaucoup de langues une certaine pauvreté, en fait, de tous les adjectifs qui pourraient qualifier des odeurs. Et donc, on a quelques catégories, mais des odeurs qui peuvent être incisives ou invasives. On peut avoir donc des bonnes odeurs, des odeurs désagréables, mais on a assez peu donc odeurs agréables, désagréables, bonne odeur. Mais on va avoir assez peu de détails sur, comme un parfumeur décrirait la note de tête ou d'un parfum, etc. On a un traité des odeurs de Théophraste qui a été conservé et donc qui n'a pas été traduit en français à ce jour, mais qui a été traduit dans d'autres langues et qui est parfois un peu difficile à traduire parce que justement il mobilise beaucoup d'implicite et probablement de choses qui étaient connues des Grecs ou des types de matériaux qu'ils utilisaient. Et donc, c'est une manière de raisonner qui est pour nous un peu... qui sonne un peu étrange, mais qui donne quelques informations. Ceci dit, assez peu de réelle description d'odeur, en fait. Merci. J'avais une petite question, parce que là, vous parlez beaucoup de l'usage sacré du parfum. Qu'en est-il de l'usage profane? Alors, effectivement, quand il a été question tout à l'heure peut-être de savoir si on avait simplement des usages rituels ou pas des parfums, il est très difficile de savoir où s'arrête le rituel dans le monde grec. Et au quotidien, chacun avait un autel, un petit autel dans la maison, etc. Donc là, je vous ai parlé des sacrifices. Il y avait une quantité innombrable de rituels et ils émaillaient le quotidien. Donc, il n'y a pas une sorte de extraordinaire du rituel et puis l'ordinaire du quotidien et les deux vraiment séparés. La distinction même sacré-profane ne marche pas bien dans le monde grec. Il y a une interpénétration constante. En fait, on fait du rituel un peu quand on commence l'assemblée, quand on finit l'assemblée, quand on commence un banquet, etc. Donc ça, c'est la première partie de ma réponse. Déjà, rituel ou pas trop de frontières. Et donc, est-ce qu'il y a des odeurs ou des parfums, des matières qui sont réservées pour le rituel ou pas? On a l'impression que, là encore, il n'y a pas de frontière totale. Les Grecs avaient notamment connaissance des propriétés thérapeutiques et des possibilités cosmétiques offertes par un certain nombre de produits odorants comme les résines. On a des cas où, pour faire des médicaments, on utilise de l'oliban, de la myrrhe, c'est assez fréquent. On pouvait les utiliser dans le vin également, donc dans les pratiques alimentaires, pour parfumer le vin. Et donc, la cuisine du sacrifice n'est pas toujours différente de la cuisine tout court, en fait. Donc, pour terminer ma réponse, il y a des odeurs partout et des parfums partout dans le monde grec. Et les pratiques cosmétiques des Grecs mobilisent énormément d'huiles parfumées, de baumes parfumés, dont il sera peut-être question d'ailleurs on a parlé du mégaléion tout à l'heure. Et donc la frontière entre les deux est difficile. Et ce que je trouve qui est difficile à faire, c'est qu'on n'arrive pas à identifier non plus d'odeur qui serait spécifique à telle ou telle divinité. Parce qu'on a plein de divinités, on pourrait se dire, il y a une divinité, elle aime ça, l'autre, elle aime ça, ou c'est son odeur. Et en fait, quand on regarde dans les textes, ça n'a pas l'air d'être clair. Il y a un grand pragmatisme des Grecs qui utilisent en fait les matières odorantes dont ils disposent. Et c'est les matières qui vont convenir au moment où on va le faire. Donc, je me suis intéressée ici au rituel, puisque c'est les choses qui m'intéressent. Mais il y a évidemment, dans les pratiques cosmétiques des Grecs, beaucoup d'utilisation de produits odorants. Oui. Exactement. Le cosmos, c'est la mise en ordre par la parure, par la pratique, l'embellissement et le soin porté au corps et au monde, microcosme, macrocosme. Merci beaucoup. Merci à Adeline Grand-Clément et nous accueillons maintenant Annick Le Guerrer, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, en tout cas par ses écrits, et que je vais présenter plus en détail, pendant qu'elle installe sa présentation. Donc, Annick Le Guerrer est une spécialiste de l'odorat,
des odeurs et du parfum, sur lesquels elle a écrit de nombreux ouvrages, dont Les pouvoirs de l'odeur, L'odorat, un sens en devenir, Le parfum des origines à nos jours, Sur les routes de l'encens, Quand le parfum portait remède, L'osmothèque, si le parfum m'était compté, et son plus récent ouvrage est intitulé Le parfum et la voix, une rencontre inattendue, qui est paru chez Odile Jacob en 2022. Elle a été également commissaire scientifique de nombreuses expositions sur le parfum. La dernière, intitulée Parfum d'histoire du soin au remède, a eu lieu à Saint-Antoine-l'Abbaye en 2022. Et elle est également membre du comité scientifique de l'osmothèque, ce qui nous réjouit beaucoup. Merci Annick. Merci. Je remercie de leur invitation le musée du Quai Branly et l'osmothèque. Et je vais donc vous parler de la dimension sacrée du parfum. Le sujet a été abordé en partie par Isabelle et par la personne qui vient de parler. Mais je vais essayer de vous dire des choses nouvelles. Alors, la dimension sacrée du parfum a été et est encore un élément capital de l'histoire de la parfumerie. Je ne pourrais pas aborder toutes les religions, faute de temps, j'en aborderai que quelques-unes. Et cette dimension sacrée du parfum s'affiche tout d'abord dans l'appréhension même de la divinité. Les dieux sont très liés au parfum, comme vous le verrez un peu plus tard. Cette dimension sacrée du parfum s'affiche encore dans la communication qui s'établit entre les dieux et l'humanité par les offrandes, les rites d'onction et les rituels funéraires. Alors, dans l'Égypte pharaonique, les parfums sont considérés comme venant du corps des dieux. Dans le livre, dans certains textes, comme le livre des morts, on dit que le parfum vient de l'œil d'Horus, qu'il est la transpiration du dieu, la sueur qui est sortie de sa chair. Donc vous voyez le lien extrêmement étroit entre le parfum et le dieu. Mais le parfum peut venir aussi très souvent de la parole des dieux. L'appréhension de la divinité comme logos parfumé se rencontre dans de très nombreuses traditions. Bon, dans la Grèce ancienne, le souffle de Zeus embaume le safran, la rose, l'ambroisie. Et Euripide fait dire à Hippolyte, lorsqu'elle s'adresse à la déesse Artémis, « Ô divine odeur, j'ai senti, déesse immortelle, que c'était vous qui me parliez. » Bouddha est censé aussi avoir une voix très odorante. Et dans le canon Pali, qui réunit les textes fondamentaux du bouddhisme, on dit que sa voix sentait le bois de santal. Dans les écrits fondamentaux de l'hindouisme, Krishna se présente aussi comme une parole parfumée. Je suis le mantra homme, je suis le son dans les terres, je suis le parfum sacré de la terre. Et dans le Talmud, qui est un livre fondamental du judaïsme rabbinique, la parole qui sort de la bouche de Dieu est parfumée. Et cette caractéristique est constante dans la tradition judéo-chrétienne. On la trouve aussi bien dans la légende dorée de Jacques de Voragine, qui était évêque de Gênes au XIIIe siècle. Dans la légende dorée, la parole du Christ est identifiée à des lys, des roses, des parfums qui embaument ceux qui les écoutent. Et alors, on trouve aussi bien dans cette image de la parole de Dieu parfumée dans la légende dorée que dans les bestiaires médiévaux. Excusez-moi. Les bestiaires médiévaux vont justement reprendre un mythe grec, celui de la panthère parfumée.
Et ils vont utiliser ce mythe grec pour parler de la parole parfumée du Christ. Alors, selon ce mythe grec, dont parlent plusieurs auteurs grecs, Plutarque notamment, la panthère est le seul animal qui, par son odeur, peut attirer de façon irrésistible tous les animaux et les dévorer. Et le Christ va être comparé à cette panthère. On va dire de lui que c'est la vraie panthère parce qu'il attire à lui tous les peuples par la bonne odeur de l'enseignement de sa bouche. Et tout comme l'odeur de la panthère qui fait fuir le dragon, la parole parfumée du Christ fait reculer les forces du mal. Et cette récupération est d'autant plus hardie que la panthère grecque symbolise aussi la courtisane parfumée, lascive et croqueuse d'hommes, qui porte le même nom qu'elle, Pardalis, Pardalis désignant grec aussi bien l'animal panthère que la courtisane qui attire les hommes de façon irrésistible. Alors, à la parole divine qui est parfum, répondent les prières des humains qui sont étroitement associées. Vous voyez ici une mosaïque qui représente une mosaïque de Délos qui représente une panthère. Et je vous disais qu'à la parole divine qui est parfum répondent les prières des humains qui sont étroitement associés aux senteurs. Et dans ces messages odorants, ce sont d'abord les résines et les gommes qui, en se consumant, dégagent d'agréables effluves, et ce sont elles qui ont tenu le premier rôle. Alors, Isabelle vous l'a rappelé tout à l'heure, mais le terme de parfum renvoie à cette fonction. D'origine latine, il signifie en effet qui s'élève à travers la fumée. Alors, brûler sur les autels, les encens, comme la myrrhe, comme le styrax, comme la cannelle, établissent une médiation entre les hommes et les dieux, et ils tiennent une place éminente dans les offrandes. Vous voyez ici un encensier, ici un myrrier. Ils tiennent donc une place éminente dans les offrandes, et c'est par les rituels d'offrande que la dimension sacrée du parfum va se manifester de la manière la plus visible. Dans l'Égypte pharaonique, les Égyptiens attachaient une importance capitale à une résine odorante qu'ils nommaient anti et qu'ils allaient chercher dans une contrée lointaine, le pays de Punt ou pays du dieu. Alors l'identification de cet anti ne fait pas consensus et les égyptologues et les botanistes hésitent entre l'oliban, produit par les arbres et arbustes du genre Boswellia, et la myrrhe, produite par les arbres et arbustes du genre Commiphora. Et la même incertitude entoure la localisation du pays de Punt ou pays du dieu. Certains égyptologues situent le pays du dieu dans le Yémen actuel, d'autres sur les côtes de l'Érythrée et de la Somalie, d'autres encore dans la région du Haut-Nil, aux confins de l'Érythrée et du Soudan, et d'autres encore considèrent que le pays de Punt, ou pays du dieu, correspondait à ces diverses localisations. Et la plus célèbre expédition qui a été envoyée au pays de Punt par les pharaons est celle qui a été envoyée par la reine Hatshepsut en 1500 avant Jésus-Christ. La reine Hatshepsut est l'une des rares femmes à avoir exercé les pouvoirs d'un pharaon. Et toutes les péripéties de ce voyage sont représentées sous les portiques du temple que la reine a fait construire à Der el-Bari. Alors vous voyez ici les bateaux
qu'elle avait envoyé au pays de Punt. Elle avait envoyé 5 bateaux avec chacun, sur chacun il y avait 30 navigateurs. Et on voit les Égyptiens rapporter ces arbres à Antilles soigneusement emballés dans des couffins pour pouvoir les replanter en Égypte et ne pas avoir à refaire ce voyage dangereux au pays de Punt. Alors, ces Antilles, vous voyez ici des Égyptiens qui portent les arbres à Antilles. Là encore, ils les portent sur leurs épaules. Alors, ces Antilles étaient brûlées dans des bras à encens. On peut en voir au musée du Louvre. Ce sont des encensoirs composés d'un manche de bronze ou de bois doré mesurant de 30 à 50 cm, terminés à une extrémité par une coupelle sur laquelle est fixée une coupelle où brûle le parfum, et à l'autre extrémité une tête de faucon. Et il y a de nombreux bas-reliefs qui montrent les prêtres faisant des offrandes d'Antilles aux dieux avec cet instrument. Alors, outre les résines, les prêtres utilisaient des parfums solides ou liquides, parfois très complexes, qu'ils fabriquaient eux-mêmes dans l'enceinte des temples. Et parmi les recettes gravées en caractères hiéroglyphiques sur les murs des temples du dieu Horus à Edfou et du temple de la déesse Hathor à Dendera figure celle du plus célèbre des parfums égyptiens, le kifi, que les textes qualifient de parfum 2 fois bon. Dominique Ropion l'a évoqué, ce parfum. Je n'ai pas le temps de vous le faire sentir ici aujourd'hui, mais vous sentirez un autre parfum un peu plus tard. Alors, on possède évidemment d'autres recettes de ce kifi, notamment celle qui est contenue dans le papyrus Héber, c'est la plus ancienne. Elle date de 16 siècles avant Jésus-Christ. Alors, dans toutes ces recettes, il y a au moins toujours 10 ingrédients aromatiques. Le souchet, c'est le rhizome d'une plante qui ressemble au papyrus. Il y a des baies de genièvre, des raisins secs, de la résine de térébinthe, du roseau odorant, du jonc odorant, des fleurs de genêt, du vin, du miel, de la myrrhe. Les résines et les parfums faisaient évidemment partie des rites sacrés des Hébreux. Les rapports de l'Arabie heureuse avec les Hébreux sont attestés par plusieurs passages de la Bible. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe: tous les gens de Saba, tous les gens du pays de Saba qui se trouvaient au Yémen, viendront et t'apporteront de l'or et de l'encens. Mais c'est dans le livre des rois que l'on a le passage le plus célèbre. Ce passage relate la rencontre du roi Salomon et de la reine de Saba, que vous voyez ici. Et il est dit dans ce livre des rois que la reine de Saba avait apporté au roi une abondance d'ingrédients aromatiques tels qu'il n'en vint jamais plus pareille quantité à Jérusalem. Le pays de Saba était le grand fournisseur en gomme aromatique dans l'Antiquité. La Bible donne la composition du parfum sacré ou parfum perpétuel dont la formule a été révélée à Moïse par Yahvé. C'est un parfum évidemment doublement sacré puisque la formule vient de Dieu lui-même. Et dans ce parfum sacré, il y a de l'encens pur, du storax, du galbanum et du chéélette, en partie égale. Alors, le terme chéélette a donné lieu à diverses interprétations. Certains y voient de l'ambre, d'autres de la myrrhe, d'autres de l'onyx,
Et on pense aujourd'hui que c'est cette dernière interprétation qui serait la plus exacte. Et l'onyx, c'est l'opercule de certains mollusques du genre Strombus qu'on trouve dans la mer Rouge et qui dégage en brûlant une odeur très puissante. Sur cette planche, qui date du XVIIIe siècle, figurent ces deux opercules tout en haut et tout en bas. Alors, ce parfum sacré ou perpétuel a été évoqué par Dominique Ropion. Évidemment, il ne peut être qu'évoqué parce que je ne peux pas le faire brûler dans la pièce ici. Et donc, il est présenté sous une forme alcoolique. C'est pour vous donner une idée de l'odeur qui pouvait se dégager de ce parfum. Encens pur, storax, galbanum et chéélette. Alors, les résines et les gommes odorantes sont également présents dans les rites d'offrande gréco-romains dont vous a parlé la personne qui m'a précédée. Et dans les temples, l'encens brûle sur les autels et les animaux sacrifiés sont remplis de substances aromatiques. À l'époque impériale à Rome, on constate un accroissement des utilisations cultuelles des parfums. J'ai oublié de vous montrer l'autel des parfums où était brûlé le parfum perpétuel. Vous voyez, le parfum perpétuel était brûlé sur ce petit autel dont les instructions de construction avaient été aussi données à Moïse par Yahvé. Il était en acacia et avec des parties d'or pur. Il était entièrement plaqué d'or pur. Et à côté de cet autel des parfums figure l'autel des holocaustes, qui est beaucoup plus important pour pouvoir déposer les taureaux, les agneaux, les moutons. Et donc, à l'époque impériale, vous voyez ici Dominique Ropion, je ne vous ai pas présenté non plus. Donc, Dominique Ropion qui a évoqué ce parfum perpétuel que vous pouvez sentir dans cette exposition qui a toujours lieu à Saint-Antoine-l'Abbaye et qui s'appelle Parfum d'histoire du soin au remède. Et c'est une exposition permanente. Donc, vous pouvez sentir ce parfum perpétuel dans cette exposition. Alors, à l'époque impériale à Rome, on va constater un accroissement des utilisations cultuelles des parfums et des encens parce que Rome a introduit beaucoup de cultes étrangers. Vous voyez ici la statue romaine d'Isis, une déesse égyptienne. Mais c'est durant le bref règne d'Héliogabale que Rome va connaître les manifestations les plus paroxystiques de l'orientalisme religieux. Héliogabale venait de Syrie. C'était un grand prêtre du dieu Élagabale. Et lorsqu'il est arrivé à Rome, il a fait tout de suite construire un très grand temple en marbre dédié au soleil invincible. Et autour du temple figurait un grand nombre d'autels où étaient immolés chaque matin des taureaux, des brebis, et où on faisait aussi brûler quantité d'encens et de parfums apportés d'Orient. Et on versait sur les autels fumants et sur les animaux qui étaient sacrifiés des amphores de vin parfumés à la myrrhe et au safran. Vous voyez ici Héliogabale en train de danser en costume oriental. Et indirectement, dans la Rome impériale, les encens vont jouer un rôle capital dans les persécutions qui, de Néron
à Galère, au début du IVe siècle, vont frapper les premiers chrétiens. Parce que le refus de brûler l'encens en l'honneur des idoles et des empereurs divinisés était perçu par les Romains comme une menace pour l'ordre social et l'État. Là, vous voyez sur un tableau de Jean-Léon Gérôme les chrétiens livrés aux fauves. Et ici, une autre illustration qui n'épargne aucun détail. Mais donc, ces souvenirs douloureux ne sont pas l'unique cause de la très grande réticence dont ont fait d'abord preuve les premiers chrétiens à l'égard des parfums. Les parfums étaient trop liés aux pratiques païennes pour les chrétiens. Et ce n'est que progressivement qu'ils vont intégrer les encensements dans leur religion. La nouvelle religion fera également appel aux compositions parfumées dans les rites d'onction qui sont un autre aspect important de la dimension sacrée des parfums. Alors, les rites d'onction se rencontrent dans les cultes archaïques avec la pratique qui consistait à oindre les pierres et les arbres sacrés, et ensuite elle va se développer dans les religions des sociétés, qu'elles soient polythéistes ou monothéistes. Dans l'Égypte pharaonique, il est d'usage d'oindre les statues des dieux avec des huiles parfumées et des baumes. Et chaque matin, le pharaon pénètre dans la partie la plus secrète du temple, le naos, il ouvre la porte du tabernacle et en retire la statue du dieu. Et il frotte ses membres d'onguents odorants. Vous voyez ici le naos avec le tabernacle et la barque sacrée où était déposée la statue du dieu. Alors ces onguents divins sont nombreux et je vous en donne deux exemples que rapporte Pline l'Ancien. L'onguent Eknou, par exemple, doit revivifier le dieu après le cycle de la nuit. C'est un mélange très complexe d'ingrédients chauffés à plusieurs reprises et qu'on laisse aussi fermenter, et il demande 1 an de travail. L'onguent de minéral divin se fait plus rapidement et il est destiné lui aussi à régénérer le dieu, et il incorpore des encens, de la résine, de la térébinthe, diverses plantes aromatiques, mais aussi des parcelles d'or, d'argent, de lapis-lazuli, de jaspe et de turquoise. On trouve aussi chez les Hébreux des onctions sacrées. L'huile d'onction sainte, si certains veulent la sentir tout à l'heure, je l'ai apportée, vous pourrez la sentir. Elle a été reconstituée aussi par Dominique Ropion. Et cette huile d'onction sainte, la formule avait été directement révélée à Moïse par Yahvé. Elle contient de l'huile d'olive, du cinnamome aromatique, une sorte de cannelle, du roseau aromatique, de la casse, une variété de cannelle, et de la myrrhe fluide. La myrrhe fluide, c'est la myrrhe la plus précieuse, c'est la myrrhe stactée, celle qui transsude naturellement de l'écorce de l'arbre avant toute incision. Alors, cette huile d'onction sainte est destinée à oindre le tabernacle, l'arche d'alliance et les instruments du culte. Elle sert également à consacrer Aaron et ses fils en leur conférant la prêtrise de génération en génération, et par la suite, les grands prêtres et les rois d'Israël seront eux aussi consacrés par des onctions. Il est interdit d'imiter ou d'utiliser à des fins profanes l'huile d'onction sainte sous peine de mort. Un autre produit a joué aussi un grand rôle dans les onctions sacrées des Hébreux, c'est le fameux baume de Judée, appelé encore de la Mecque ou du Caire.
et il fait partie des matières odorantes destinées au rituel du temple. Il entre même dans certaines recettes tardives de l'encens sacré des Hébreux, notamment dans la recette du Talmud de Babylone, qui a été rédigée vers 400 après Jésus-Christ. Et sa fragrance délicieuse le fera rechercher dans tout le monde antique. Alors, le baume de Judée est une oléorésine qui provient d'un petit arbre que vous voyez ici, le baumier ou balsamier, généralement identifié aujourd'hui comme le Commiphora opobalsamum. Et cet arbre a contribué à la parfumerie antique aussi par ses fruits et ses rameaux odorants. L'exploitation des baumiers était concentrée dans la vallée du Jourdain, particulièrement dans 2 jardins royaux situés l'un dans l'oasis d'En-Gadi, à l'ouest de la mer Morte, et l'autre à Jéricho. Et cette faible production explique le coût exorbitant du produit. Les onctions parfumées ont fait partie des liturgies gréco-romaines. Les statues des dieux et déesses reçoivent couramment des huiles parfumées. Ainsi, la statue d'Héra à Délos est ointe d'un onguent à la rose, le Myron rhodinum. Il n'est pas étonnant que le baume de Judée, dont Pline l'Ancien vantait l'exquise suavité, ait suscité la convoitise de la Rome impériale. Et la Rome impériale a cherché à s'emparer de ces plantations de baumiers. Et Antoine, le successeur de César en Orient, n'avait pas hésité à spolier Hérode, roi de Judée, du territoire de Jéricho, pour offrir à sa maîtresse Cléopâtre des balmiers. On voit ici sur ce tableau du XIXe siècle la rencontre d'Antoine et de Cléopâtre. Alors, un siècle plus tard, à l'issue de la guerre de Judée, qui a été commencée par l'empereur romain Vespasien et qui a été achevée par son fils Titus, qui a rasé le temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, les plants de baumier figureront à Rome dans le défilé qui célèbre le triomphe des Romains. Vous voyez comme on s'est battu pour le baumier. Hein. C'était le produit dans l'Antiquité, en fait, le plus précieux, le sucre du baumier. Alors, désormais placée sous le contrôle des Romains, la culture du baumier va considérablement se développer. Les onctions sont présentes dans la religion chrétienne. Je passe sur le Christ, comme l'a montré l'anthropologue Jean-Pierre Albert, le Christ est loin du Seigneur. Et les rites des églises chrétiennes font intervenir de nombreuses onctions au moyen de compositions parfumées, les saintes huiles. Alors, parmi ces saintes huiles, vous avez l'huile d'extrême onction, l'huile des catéchumènes et la plus connue, le Saint-Crème. Vous voyez ici un vase à Saint-Crème. Le Saint-Crème a de multiples applications. C'est un mélange d'huile d'olive et de baume de Judée. Il est utilisé lors de la consécration des évêques et dans les sacrements du baptême et de la confirmation. Mais il intervient également dans la consécration des églises, des autels et de certains objets du culte, comme le calice. Vous voyez ici une boîte à huile sainte qui date du XIIIe siècle. Et dans les rites byzantins, on adjoint au baume de Judée du safran, de la cannelle et de l'essence de rose. C'est aussi avec le Saint-Crème, auquel était ajoutée une parcelle du contenu de la sainte ampoule, utilisée selon la tradition pour le baptême de Clovis, vous voyez ici le baptême de Clovis,
qu'étaient sacrés les rois de France. Donc les rois de France étaient sacrés avec le Saint-Crème, auquel on ajoutait une parcelle de cette sainte ampoule. Vous pouvez voir ici le sacre du second fils de Saint-Louis, 1271. Alors, ce Saint-Crème a en outre une forte charge symbolique. Il est l'emblème de la bonne odeur du Christ et des vertus chrétiennes. Et au XIIIe siècle, l'évêque de Gênes, Jacques de Voragine, comparait le corps du Christ transpercé par la lance d'un légionnaire romain à un vase de baume brisé, répandant son contenu bienfaisant pour soigner les âmes des pécheurs. J'ai presque fini. Les parfums, les résines tiennent un rôle essentiel dans les rites funéraires. Dans l'Égypte pharaonique, ils doivent empêcher la putréfaction du corps et donner au défunt accès à la vie éternelle en faisant de lui un parfumé, un dieu. Et lors de la pose des bandelettes, les officiants, que vous voyez tout en bas, font des onctions parfumées. Vous voyez les onctions, tout en bas, ils jettent des produits parfumés. Et les officiants évoquent avec insistance les rapports organiques, charnels que les parfums entretiennent avec les dieux. L'officiant dit par exemple au défunt « Voici l'encens venu de l'œil du dieu Horus. Il réunit tes chairs, il dissipe tes souffrances. Que l'onguent étant venu à toi, tu sois heureux éternellement. » Et préservé et délifié par les substances aromatiques, le défunt est devenu à son tour un parfumé, un dieu immortel. À Rome, à l'époque impériale, les parfums prennent dans les rites funéraires une importance jusque-là inconnue et qui coïncide avec des changements importants dans le traitement de la mort. Tacite rapporte que pour honorer la mémoire de son épouse Popée, qu'il venait de tuer d'un coup de pied dans le ventre alors qu'elle était enceinte, Néron consuma autour de son corps une énorme quantité d'encens dépassant toute la production annuelle de l'Arabie. L'usage du parfum dans les rites funéraires chrétiens est évoqué par plusieurs passages de la Bible. Les 4 évangiles relatent une scène où une femme s'approche de Jésus et répand sur lui le contenu d'un flacon de parfum très coûteux, un parfum de nard, contenu dans un vase d'albâtre. Et ce geste suscite l'indignation de certains assistants qui estiment que c'est du gaspillage. À quoi bon perdre ainsi ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent pour les pauvres. On trouve ce passage dans Marc 14:8. Et Jésus, pour justifier le geste de Marie-Madeleine, vint invoquer l'accomplissement prémonitoire d'un rite funéraire. Ce qu'elle a fait, elle l'a fait d'avance, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Alors, sur cette enluminure du XVe siècle, vous voyez Marie-Madeleine verser ce parfum de nard. Le nard, c'est une herbacée qui vient d'Inde. Un autre passage de l'évangile de Jean indique que lors de l'inhumation de Jésus, Nicodème avait apporté un mélange de 100 livres de myrrhe et d'aloès et que le corps du Christ fut enveloppé de linge avec des substances odorantes suivant la manière d'ensevelir des Juifs. Alors, la pratique de la religion chrétienne n'a retenu ultérieurement que l'usage de l'encensement des défunts, avec moins de prodigalité que Néron, toutefois. Aujourd'hui, après une longue éclipse, l'inspiration spirituelle est à nouveau à l'honneur chez les parfumeurs.
Un changement qui transparaît aussi bien dans les noms choisis pour les compositions que dans les ingrédients utilisés pour leur confection. Guerlain propose son encens mythique, Cartier sa liturgie des heures, Naomi Goodser a créé une eau de parfum intitulée Bois d'Assèse, Chantal Sagnier a créé la collection Odeurs de sainteté qui fait la part belle aux encens et à la myrrhe. Et là, j'ai presque fini. Le designer italien Filippo Sorcinelli, qui cumule les qualités de fournisseur du Vatican en vêtements et ornements liturgiques et celles d'organiste d'église, crée en outre des parfums en adéquation avec sa recherche spirituelle. Son parfum Lavs, L-A-V-S, par exemple, lui a été inspiré par les huiles saintes de la messe chrismale. La messe chrismale, c'est celle au cours de laquelle les évêques consacrent le Saint-Crème pendant la Semaine Sainte. Tous ces artistes parfumeurs peuvent se référer à l'académicien français d'origine chinoise François Cheng, qui perçoit dans le parfum la transmutation de la rose en onde, en chant, dans la sphère de l'infini. Ils sont également en osmose avec ce besoin de spiritualité qui fait écho à la formule célèbre attribuée à André Malraux, le 21e siècle sera mystique ou ne sera pas. Je vous remercie de votre attention. Si vous voulez en savoir un peu plus, là, je vous présente 3 livres, Les pouvoirs de l'odeur, Le parfum des origines à nos jours et Le parfum et la voix, une rencontre inattendue. Est-ce qu'il y a des questions? C'était un survol évidemment un peu rapide. Oui. Oui, je voulais juste ajouter par rapport au Kifi, qu'il y avait une amie parfumeur qui avait reconstitué le Kifi, Sandrine Vidot, en collaboration avec Philippe Walter, un chercheur du CNRS, et en s'inspirant de Plutarque et de hiéroglyphes, évidemment, inscrits sur des parois de temples, et que moi, je l'ai vu faire. Elle a reconstitué, non pas en transposant les ingrédients en extrait déjà prêts, mais elle a suivi toute la recette en broyant dans des mortiers, en faisant fermenter, en les laissant par hasard au soleil et en remarquant que tout d'un coup il se passait quelque chose dans le mélange. Et ils avaient fini par obtenir des espèces de boulettes incroyables. Je crois que Philippe en a encore un petit peu, mais sinon c'était pour une exposition au Caire et ça a été... oui, ça date d'une vingtaine d'années, non? Oui, des années 2000 à peu près, peut-être. Oui, je me souviens de ça. C'était un parcours incroyable. C'était un très beau travail. Mais Dominique Ropiot ne pouvait pas faire cette reconstitution pour présenter le parfum dans une salle de conférence. Oui. Évidemment. C'est juste pour donner une idée. Bien sûr. Factive. Mais là, ce qui était intéressant, c'est qu'elle avait fait toutes les étapes comme à l'origine, en s'inspirant des procédés de Galien. Exactement. Oui. Ouais. D'autres questions? Bon, alors, je laisse. Merci beaucoup, Annick.